La Renaissance est une période historique se déroulant de 1400 à 1600. Elle chevauche l'époque du Moyen Âge et des temps modernes. Donc ici, dans la fresque de Lise de Brenay, qui représente la scène, qui a été peinte pendant l'époque du Moyen Âge, et la même scène peinte par Léonard de Vinci, artiste de la Renaissance. Donc la Renaissance est une période historique marquée par 3 événements majeurs. L'apparition de l'imprimerie de Gutenberg en 1450, la prise de Constantinople en 1453 par les Turcs musulmans et la découverte de l'Amérique en 1492 par Christophe Colomb. L'imprimerie fut inventée par Johann Gutenberg, un Allemand, entre 1450 et 1453. Le premier document imprimé est la Bible. Tout commence en Italie au début du 15e siècle. La Renaissance se diffusa ensuite en Europe du Nord, soit dans les pays de France, d'Allemagne et de Flandre. L'humanisme est un courant culturel, scientifique et philosophique qui naît en Italie au 14e siècle pendant la Renaissance. Ce courant de pensée place l'être humain, sa vie et ses valeurs au-dessus des autres valeurs. Donc l'humanisme est un retour vers les textes de l'Antiquité. Au Moyen Âge, l'Église joue un rôle de premier plan dans la vie de tous les jours des individus. C'est ce qu'on appelle le changement de la pensée et de la vision de l'homme. L'Église et le roi gèrent tous les aspects de la vie des gens, leur vie familiale, quoi penser, le sens et la provenance des maladies. En gros, Dieu est le centre de tout, et tout s'explique par la religion et la Bible. Comme je te disais tantôt, tout commence en Italie au début du 15e siècle. L'Italie de cette époque est divisée en petits États centrés sur les grandes cités. C'est dans l'une des plus puissantes cités, qui est la ville de Florence, que la Renaissance débute au début du 15e siècle. Rome, qui est la capitale des papes, ainsi que Venise, vont être les principales rivales de la ville de Florence. Florence est la ville phare de la Renaissance, avec sa cathédrale, le Duomo, et son campanile, qui domine la ville avec la tour du palais municipal, le Palazzo Vecchio. La ville est dirigée par la famille des Médicis qui finance les grands artistes du moment. C'est ce qu'on appelle le mécénat. Venise, c'est la ville des doges. Si Florence est la ville de la ligne et du dessin exact, la cité de Venise est celle de la couleur et du flou artistique. Venise dirigeait au 16e siècle un immense empire maritime. Pourquoi est-ce que je te montre une image des Tortues Ninja? Eh bien, la réponse est très simple. C'est que les Tortues Ninja ont été nommées en l'honneur de grands artistes de cette période qu'est la Renaissance. Eh bien oui, Leonardo, Michelangelo, Raphaël et Donatello. Pendant la Renaissance artistique, de nombreuses nouvelles techniques vont faire leur apparition. La perspective, le sfumato et le point de fuite. Donc, dans l'œuvre ici, qui est la naissance de Vénus de Botticelli, on peut voir la technique du sfumato dans le coquillage. Le sfumato, c'est l'utilisation des couleurs pâles et des couleurs foncées pour représenter les jeux d'ombre et de lumière qui donnent du relief à l'œuvre. Le point de fuite, c'est de créer un point central qui va attirer le regard. Donc ici, on a la Vénus, qui est le point de fuite. La perspective, c'est la technique qui permet de concevoir la 3e dimension. Donc, on voit à l'arrière-plan les objets qui ont été dessinés tout petits, pour illustrer qu'ils sont très très loin, alors qu'à l'avant-plan ici, on a les personnages qui sont peints de manière plus imposante pour démontrer qu'ils sont plus près. À la Renaissance, on va voir apparaître des œuvres qu'on dit profanes, qui sont non religieuses. Parce qu'au Moyen Âge, les thèmes étaient religieux, comme on peut le voir
dans l'œuvre ici de Michel-Ange, qui s'intitule La Pietà, qui représente la Vierge Marie avec son fils Jésus, qu'on a descendu de la croix. Tandis que l'œuvre ici, elle est profane parce que le sujet n'est pas religieux. Cette renaissance artistique va également se dérouler en peinture, en sculpture, mais aussi dans les gravures. La recherche de la beauté, de l'harmonie, du réalisme et de la perfection, c'est l'objectif de tous les peintres, sculpteurs et artistes de cette renaissance artistique. Botticelli, c'est la quête de la beauté parfaite. On voit ici son œuvre principale, La naissance de Vénus, qui est au Musée des Offices à Florence. Vénus, c'est la déesse romaine de l'amour. Selon la mythologie antique, elle est née de l'écume dans une conque que les vents ont guidée vers les rivages. Léonard de Vinci a développé la technique de la perspective qui donne l'illusion de la profondeur et celle du sfumato, les jeux d'ombre et de lumière. On voit ici son œuvre intitulée La Scène. Son œuvre principale, la Joconde que voici, est au musée du Louvre à Paris. La Joconde, c'est une dame de Florence nommée Lisa que Léonard a peinte au début du 16e siècle. Le tableau est l'un des plus extraordinaires portraits jamais peints. Léonard y a mis tout son talent et toutes ses innovations. C'est un tableau mystère par le regard de la Mona Lisa qui semble suivre le spectateur. Et par l'arrière-plan aussi, avec la technique de l'effet de sfumato, un paysage fantastique et irréel. Dans les carnets de croquis de Léonard de Vinci, on peut voir sa fascination pour le vol, donc ici les premières esquisses de parachutes ou de machines volantes, mais aussi de machines de guerre, arbalètes et tanks, de machines du quotidien, ou encore sa fascination pour l'anatomie humaine. Cette fascination l'a amené à dessiner l'homme de Vitruve, qui représente les proportions parfaites. Donc, que nous dit l'homme de Vitruve? Entre autres, que du bout de ton majeur, au bout de ton majeur ici, c'est également la même distance que de la tête jusqu'à tes pieds. Que de ton poignet à ton coude, c'est la même distance que la longueur de ton pied. Que la base de ton nez est également la distance qui sépare tes deux yeux. Ça représente les proportions parfaites. Mais est-ce qu'on a besoin d'être parfait? Lui, c'est Michael Phelps. Michael Phelps, c'est le champion de natation le plus décoré au monde. Et il ne représente pas du tout les proportions de l'homme de Vitruve. Michael Phelps mesure 6 pieds 4. Mais si on prend de son majeur à son majeur, il mesure 6 pieds 7. Si on prend la longueur de ses jambes, on pourrait penser qu'il mesure 5 pieds 11. Et si on prend la grandeur de ses pieds, il chose des 14, on pourrait penser qu'il mesure 6 pieds 8. Donc, ne rencontre pas vraiment les proportions de l'homme de Vitruve. Mais ça fait de lui un sacré bon nageur. Qu'est-ce que ça mange? Un champion olympique pour déjeuner 3 sandwichs aux œufs, tomates, fromage, laitue, oignons, mayo, plus une omelette de 5 œufs, 3 tranches de pain doré, un bol de gruau et 3 crêpes choco-banane. Michel-Ange, peintre, sculpteur, architecte, poète, qui a sculpté cette œuvre qui est directement placée à l'entrée de la basilique Saint-Pierre de Rome, cette œuvre qui s'appelle La Pietà, sculpture magistrale représentant Marie qui tient son fils Jésus qu'on vient de descendre de la croix. Michel-Ange, le plus célèbre artiste de la Renaissance, avec son David, qui est au musée de l'Académie à Florence. David,
C'est un héros biblique, roi d'Israël, qui, guidé par Dieu, aurait vaincu l'invincible géant Goliath avec une simple fronde. Il personnifie la résistance et la victoire face à l'adversité. Tout un symbole. Il est placé devant le palais municipal de Florence, le Palladio Vecchio. Mais Michel-Ange a aussi peint la nef centrale de la chapelle Sixtine du Vatican, où on retrouve en pièce centrale ici cette œuvre qui s'appelle la création d'Adam, où on peut voir aussi les techniques du sfumato, de la perspective et du point de fuite. Rome, c'est la capitale des papes. Ils attirent auprès d'eux les plus grands artistes pour embellir leur cité de Rome. On voit ici la basilique Saint-Pierre, le Vatican, où Michel-Ange a édifié la coupole, et le pape Léon X, Raphaël a travaillé avec Michel-Ange au Vatican. C'est lui qui a peint ce tableau en l'honneur du pape Léon X. Il a décoré les chambres pontificales du palais du Vatican, donc les chambres personnelles du pape. Raphaël propose une vision idéale de l'école de philosophie d'Athènes au moment de sa plus grande gloire au 5e siècle avant Jésus-Christ. Au centre de la scène, Platon pointe le ciel du doigt, tandis qu'Aristote montre la terre de sa main, juste ici. C'est l'œuvre qu'on appelle l'école d'Athènes. Du côté de la Flandre, en Europe du Nord, l'invention de la peinture à l'huile se combine à un souci extrême du détail. Et on peut voir que la scène en avant-plan se répète à l'infini dans le miroir qui est juste ici. Donc, dans le miroir, on voit les époux, mais on voit aussi un autre miroir qui nous permet de voir les époux. La Renaissance se diffuse rapidement dans les pays du nord de l'Europe. C'est en Flandre que le mouvement apparaît. Il passe ensuite en Allemagne et en France, principalement dans la vallée de la Loire. La Renaissance artistique va avoir également ses effets en architecture. En architecture aussi, on va reprendre les éléments de l'Antiquité grecque et romaine. Et donc, dans les bâtiments de la Renaissance, on va voir réapparaître le dôme, donc ce toit en coupole, la loggia, donc cet élément architectural ici, donc les couloirs avec la porte en arche, le fronton, élément triangulaire au-dessus des portes, et les colonnes. En France aussi, la Renaissance s'exprime dans l'architecture. François Ier fait venir Léonard de Vinci pour embellir ses châteaux. Ici, son palais de Chambord, l'un des nombreux châteaux de la vallée de la Loire. De Vinci est mort près de là, à Ambroise, en 1519. La Renaissance permet également des nouveautés du côté de la musique. On va voir apparaître l'opéra, un des premiers opéras, l'Orfeo de Monteverdi. Du côté de la littérature, un écrivain encore célèbre aujourd'hui va faire parler de lui, c'est Shakespeare, avec des œuvres comme Roméo et Juliette, Hamlet, Othello, Songe de nuit d'été. Donc, en résumé, la Renaissance artistique, c'est un phénomène européen qui prend lieu au 15e et 16e siècle. La Renaissance passe par quelques idées artistiques simples, le goût pour l'Antiquité et représenter la beauté, représenter la réalité telle qu'elle apparaît naturellement à l'œil humain, notamment à travers les paysages, et valoriser les individus à travers des portraits. De son côté, l'humanisme, c'est les grandes connaissances dans de nombreux domaines. Remettre en question les vérités du passé, exercer un jugement critique, l'humain qui devient un objet d'étude et de réflexion, et revendiquer la liberté de penser. Encore aujourd'hui, les humanistes sont nombreux.
Ils défendent ces grands idéaux qui sont apparus à la Renaissance, mais ajoutent l'amélioration des conditions de vie des êtres humains et la défense des valeurs comme la liberté, la dignité, l'égalité et la tolérance. Et toi, es-tu un humaniste?